Bienvenue dans ce premier ski chrono débrief spécial JO de Pékin. Pour m'accompagner dans ce décryptage de l'actualité olympique, Marc Garcia. Marc, on s'y attendait. On s'est levé pour rien en pleine nuit quand on s'était vu hier soir. On s'attendait à ces reports possibles avec ce vent qui semble être un des éléments incontournables qu'on aura sur cette piste, sur cette descente olympique. Marc, c'était de toute façon impossible de faire partir une descente olympique dans ces conditions. Oui, c'était déjà impossible d'envoyer les entraînements, comme tout le monde a vu, et encore moins le jour de la compétition. Ça, c'est un paramètre. Il n'y a pas que d'ailleurs que le ski alpin, hein. Toutes les disciplines qu'on a vues dans ce site sont tous à la même enseigne. Et ça va être la difficulté des Jeux Olympiques avec ces conditions, ce terrain de jeu choisi assez haut et puis avec des tourmentes, avec du vent. Donc effectivement, ça va pas être simple. Ça va Non, pas être simple tout ça. non. Ouais, ouais. On sait que les organisateurs des Jeux olympiques mettent toujours la descente en premier, enfin souvent en premier, hein, pour justement s'épargner ce casse-tête des reports. Bon, et là, on y est. J'allais dire, on sait qu'elle aura du mal à avoir lieu, j'allais dire, dans un programme qui est déjà bien riche. Alors, on a déjà vécu ces situations de descente olympique, hein. Grenoble en 68, la descente a été reportée d'un jour. Plus près de nous, Nagano, alors là, c'est le pompon, ça a été reporté 3 fois, hein. Les skieurs ont dû se préparer 3 fois, 3 longues journées avant de courir. Vancouver aussi, une fois, elle a été reportée. Donc, on est dans ces statistiques, hein. Ça arrive quand même assez souvent. Pyeongchang, une fois aussi. Et à Pyeongchang, la descente avait été reportée à la place du Super G. Est-ce que tu penses que là, le Super G doit avoir lieu mardi 8, et tu penses que les organisateurs peuvent prendre cette opportunité de se dire on la cale déjà mardi et puis on verra quand on fait le Super G? Oui, je crois que ça va dépendre des fenêtres météo. Mm. C'est toujours la même question. Et pourquoi pas? Parce que de toute façon, aujourd'hui, il faut prendre des décisions en fonction de la situation. Donc peut-être, ça me paraît être peut-être une option. Mais ceci étant, Laurent, cher auditeur, c'est que je pense que toutes les autres épreuves, y compris le géant de main pour les filles, Oui, oui. quand on va Mm. se taper, s'il y a le même Mm. problème avec les rafales, c'est quand même pas une équité Ouais. parfaite. Mm. Et, et c'est un paramètre Mm. qui est très, très important. Et on peut avoir un vainqueur de la descente olympique qui gagne la loterie chinoise, hein. Je Ça signale peut être quand même ça. que Non, mais dans l'historique, il y avait en 80 Lac Placide, les Autrichiens Léonard avaient Stock. et il était remplaçant, Leonard Ouais. Stock. Mm. Il avait fait la dernière qualif, il Mm. était rentré et paf, il est champion olympique. Ouais. Donc on a quand même vu depuis l'histoire du ski, on a quand même vu des choses assez exceptionnelles. Ouais. Mm. Mm. Donc, parlons un petit peu de cette descente, hein, parce qu'il y a quand même Oui, eu 2 entraînements et puis un début de troisième avec 3 coureurs qui ont pu la faire et qu'on a arrêté à cause de la sécurité. Elle est jugée peu sélective, pas très raide, pas très glacée. Mais c'est toute la difficulté de cette équation. C'est que sur une descente peu sélective, il faut trouver la bonne alchimie et notamment pour le matériel. exactement, Laurent, j'allais t'en parler, mais tu fais bien de me préciser la chose. Ces neiges très froides, hein, parce que là, on est dans les températures qui vont au-delà du -20, -25, voire peut-être -28. On sait qu'aujourd'hui, avec les phares qui ont été modifiés et l'abrasivité qu'il y a sur ces neiges très très froides, et la sensation qu'on a aussi avec la carte. C'est les deux Ouais. paramètres pour tous les athlètes, hein, mais plus particulièrement pour la vitesse. Ça aussi, c'est assez particulier. Ils n'ont pas eu l'occasion de pouvoir skier sur ces types de neige depuis un certain temps. Et l'adaptation, encore une fois, sur le choix du matériel, Johan Claret disait qu'il était déçu parce qu'il avait des choix à faire encore, ils avaient encore un certain nombre de choses à essayer de mettre au point. C'est certainement quelque chose, ça va être vraiment la Formule 1. C'est un ensemble de choses assez complexes quand même, hein, là-bas. Mais est-ce que dans ces conditions-là, si particulières, on a une marque ou 2 marques de ski qui, en général, peuvent
tirer leur épingle du jeu? Alors, il y a des choix qui sont faits par les usines, Laurent. C'est-à-dire qu'en fonction des lieux, par exemple, on va parler du Japon à l'époque, Nagano, où c'était une neige très humide, plutôt avec beaucoup de taux d'humidité, très très haut, 80-90%. Mmh. Là, on a des neiges très très froides, très sèches. Et en général, les marques, quand ils fabriquent leurs skis pour les Jeux Olympiques ou pour les championnats du monde, ils ont des choix de semelles, par exemple. Ils ont des choix de quarts, mais surtout des choix de semelles qui sont plus ou moins tendres, plus ou moins dures, en fonction justement de la dureté, en tout cas de l'abrasivité qu'il y a sur ces neiges très très froides. Alors après, on va découvrir si effectivement des marques ont fait vraiment des bonnes options. Le problème, c'est d'avoir trouvé le même terrain de jeu, ou en tout cas les mêmes qualités de Mmh. cristal de neige qui sont très très particuliers, pour dire bah, on a pris des semelles ceci, on a pris des semelles cela. Et ça, on va le découvrir ensemble. Bon, après, les grandes marques sont toujours là, hein, c'est Mmh. évident, mais c'est encore, Un c'est encore élément. un sacré casse-tête pour tout l'encadrement, pour les coureurs, pour ce choix de matériel. Mmh. Mmh. Donc l'une des dimensions qui s'invite, désormais dans cette course à la médaille, olympique, hein, à la médaille d'or, c'est la gestion du temps. Alors c'est une habitude chez les descendeurs, mais ça rajoute à la pression de cette course du jour J. Ça veut dire que l'expérience dont on pensait qu'elle allait être importante parce que c'est une piste que personne ne connaît et les meilleurs en général ont cette science-là, l'expérience va encore compter encore plus pour gérer Certainement. ce report. Ouais, certainement, certainement. Il y a il y a que ceux qui ont déjà fait un certain nombre de compétitions de championnat du monde, Jeux olympiques, et tous ces reports, ça se génère de manière particulière, en plus dans le contexte que l'on connaît là-bas, avec tout ce stress d'être contrôlé positif, tout ceci, ça rajoute un poids qui amène ces Jeux olympiques complètement différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Bon, eh ben, on va faire comme tout le monde, comme les descendeurs, on va patienter. Normalement, le programme olympique du ski alpin nous annonce donc le géant dames lundi matin, hein, assez tôt, hein, autour de 3h15 et 6h45 la deuxième manche avec Tessa Worley. On suivra ça et on fera ce ski chrono débrief en espérant qu'on ait un podium olympique à décrypter. On va s'arrêter 2 secondes sur quand même les premières épreuves qui ont pu avoir lieu dans des conditions difficiles, tu l'as dit, avec une déception, la 4e place de Ben Cavé, qu'on voyait vraiment sur le podium. Et là, la décision des juges nous reste un petit peu en travers. Et puis un cocorico avec la première médaille des Français en biathlon, en relais mixte, médaille d'argent. Et là aussi, où il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent. Un commentaire sur la 4e place de Ben Cavé qui laisse un goût amer. Ouais, on a eu avant, tous les deux, hein, on était avec Rémi Damiani, l'entraîneur physique de la Coupe du monde de Boss, qui était là-bas avant de partir pour la qualification, la qualification pour Camille Cabrol, mais aussi pour la finale de Et Périne boss. Mmh. et des Boss. Et évidemment que c'est la déception. Ben a bien répondu présent, malgré ses douleurs qu'il avait au niveau du talon. Mais effectivement, tout le monde a regardé les ralentis, essayé d'analyser. Ikuma a été surnoté. Alors, Mmh. moi, je pense qu'il a été surnoté parce qu'il avait un rythme et une cadence beaucoup plus élevés. On a vu qu'il avait un chronomètre Oui. beaucoup plus rapide que les autres, mais comme tu l'as très bien dit, c'est 20% Mmh. simplement de la note et Mmh. non pas 60 par Comme la rapport à la technique. technique. Mmh. Mais quand tu augmentes ce rythme et cadence, c'est souvent un dilemme avec les juges parce qu'ils sont tellement surpris du rythme et cadence du mec Mmh. que finalement, ils laissent un petit peu plus de côté d'autres d'autres erreurs qui ont été faites. Ouais. Alors, ça va demander, de toute façon, ces jugements, on le sait très Oui. très bien. On peut, Euh, on peut aussi penser qu'il a eu certaines primes à la notoriété de cette saison où Ben Cavé était un peu en retrait et on sait que ça compte j'allais dire, le jugement, alors que le japonais était bien présent. Et il y a toujours un petit moment où même si c'est une course d'un jour, les juges se rappellent de cette trajectoire. oui, oui, certainement, d'autant plus que ça fait plus d'un an, on savait qu'il y avait malheureusement pas de juge, mais pas un Français. juge français Mmh. dans les juges pour ces épreuves-là, ce qui est fort dommage, ce qui est Mmh. dommage. Mais bon, après, il faut faire avec.
c'est la loi de ce sport-là qui va vite fait de te miner la tête parce que tu fais du super truc et puis tu n'es pas Ouais. bien noté. Et ça, Alors, on le ça, rappelle, hein, dans le jury, il y a 7 juges, 5 pour la technique et la vitesse, et puis 2 pour les sauts, et on enlève les 2 notes des 5 juges pour la technique, ouais. la plus basse note et la plus haute note pour avoir une moyenne. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de juge français dans cette équipe-là. Un petit cocorico avec le biathlon qui ramène d'emblée une médaille d'argent en relais mixte avec Anaïs Chevalier-Boucher, Julia Simon, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet. Là aussi, les conditions ont été dantesques pour tirer. Alors, je pense qu'eux aussi ils vont bien se prendre la tête, les biathlètes, parce qu'ils ont un certain nombre d'épreuves et toujours dans ce même climat. Ça va pas être simple pour eux. Ça va pas être simple. On l'a vu hier. Alors, c'était des rebondissements à n'en plus finir jusqu'à l'arrivée, ce qui amène un certain piment. Mais quand même, bravo à eux. Ils sont pas passés loin. Félicitations. On aurait tous aimé la médaille d'or, hein, parce qu'à un moment donné, on y a tous cru. Mais les paramètres extérieurs n'ont pas facilité un certain nombre de choses pour eux. Mais bon, c'est comme ça fait partie. Et ça va pas être simple. Ça, là, pour le coup, pour le biathlon, entre le froid, l'humidité, ces qualités de neige, le vent, les rafales de vent sur le pas de tir, Ouais, c'est très. Ouais. voilà. On arrive au terme de ce premier ski chrono débrief. Pour patienter, pour meubler les épreuves, un peu de lecture. Le ski chrono spécial Jeux Olympiques Berlin 92, Pékin 2022, avec 5 rencontres olympiques, dont Picard Pinturo, qui est en couverture de ce numéro, avec le programme des Jeux. Voilà, c'est une petite bible pour accompagner les retransmissions télé de jour comme de nuit. Et puis, demain, lundi, vous retrouverez mon collègue Emmanuel Bunoz avec toi, Marc, qui fera le décryptage du géant dame avec Tessa Worley, dont on espère qu'il aura lieu. Et on espère que Tessa décrochera enfin sa première médaille olympique. On croise les doigts. À demain. À demain. Merci.